Voilà, une émission qui n'est plus à représenter. Vendredi Presse sur Héritage des vainqueurs télévision, la seule et l'unique émission qui vous permet de comprendre l'actualité politique de la République démocratique du Congo et de ses environs. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le gouvernement d'union nationale proposé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la position des acteurs politiques de l'opposition face à ces projets ambitieux. Comme d'habitude, je ne suis pas seul sur le plateau. À ma gauche, j'ai M. François, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue sur les antennes de HV à l'émission Vendredi Presse. Merci, bonsoir messieurs les journalistes. Encore une fois, je dois vous remercier pour l'intérêt que vous trouvez toujours de nous associer afin de faire un petit commentaire sur l'actualité politique de notre pays. Merci beaucoup. Voilà. À ma droite, j'ai un journaliste maison, M. Olivier Bokole, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Emery Ochinga, et merci encore à tous mes co-débatteurs de ce soir. Et nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo et aussi brosser toutes les actualités saillantes autour de la guerre d'agression qui nous a été imposée par le Rwanda. Et je pense qu'aujourd'hui, au cours de ces numéros, les Congolais seront suffisamment informés autour de tout ce qui se passe. Merci. Alors, à part M. Olivier, nous avons aussi la présence de M. Bernard. Il est assistant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Emery. Merci pour l'invitation et je remercie également mes co-débatteurs. Voilà. Comme vous l'avez suivi, aujourd'hui nous allons revenir sur la proposition du gouvernement d'union nationale. Est-ce que ce n'est pas un prolongement de l'union sacrée? Nous allons l'écouter ici sur le plateau. Vous le savez aussi plus que moi que la République démocratique du Congo traverse une période tumultueuse par la crise politique et militaire où les initiatives visant à privilégier l'unité nationale et l'intégrité territoriale sont les plus souhaitables. Vous l'avez aussi appris, l'annonce fracassante par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de la formation du gouvernement d'union nationale qui était censé être une réponse aux attentes de la population congolaise. Mais cette annonce a créé pas seulement des espoirs, mais aussi des critiques acerbes de l'opposition. Les figures de proue de l'opposition, comme Joseph Kabila, Martin Fayoul et Délice Sanga, ont rejeté des revers de la main cette proposition, cette invitation à mettre les efforts ensemble pour répondre aux questions pertinentes de la République démocratique du Congo. La question qu'on se pose, est-ce que, avec les refus de ces figures de proue à participer à cet échiquier politique, à cette proposition du président de la République pour le gouvernement d'union nationale, est-ce que ce gouvernement pourra-t-il répondre aux questions pertinentes, aux attentes et aux défis auxquels la République démocratique du Congo fait face? C'est autour de cette question que nous allons interagir sur ce plateau. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec monsieur l'assistant François. Comment jugez-vous cette proposition du président de la République à vouloir créer un gouvernement d'union nationale? Est-ce que vous croyez, comme le président de la République, à la solution congolo-congolaise, que les Congolais se mettent autour d'une table? Et avant même de répondre à cette question, je voudrais comprendre. Quand le président dit que l'union sacrée de la nation ne l'a pas aidé à atteindre les objectifs qu'il s'est assignés, qu'est-ce que cela veut dire, selon votre entendement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En tout cas, je vous remercie d'abord pour me donner la parole en premier aujourd'hui. Okay. Parce que j'ai souffert autant pendant beaucoup de fois que nous sommes là. Je porte souvent la parole en dernier. Alors, ici, nous allons un tout petit peu parler sur la proposition, encore une fois, de notre président de la République
pour un autre gouvernement à côté du gouvernement de l'Union sacrée. Alors, comme vous l'avez dit, je vous ai attendu parler, je vous ai attendu vous poser cette question et moi je vais vous le confirmer que personne ne peut ignorer que ce gouvernement d'union nationale tant souhaité, ce n'est qu'une prolongation de l'union sacrée. Parce que jusqu'à présent, la charte, ou je ne sais pas moi, l'accord créé à l'union sacrée n'a jamais été dissous. Et vous avez vu le comportement des politiciens informés, des politiciens avérés, le comportement qu'ils ont affiché face à cet appel-là. Nous avons vécu dans ce pays, le président de la République, ça c'est, je pense, c'est son 3e gouvernement, ou c'est pas moi, mais lors de la passation de l'accord FCC-CACH à l'Union sacrée, il y a eu quelques procédures, dont notamment, il y a eu d'abord un discours qui a précédé pour mettre fin à l'accord FCC-CACH, et c'est ce même discours-là qui créait l'Union sacrée, et à partir de cela, on a vu un nouveau gouvernement se former. Mais ici, on veut quitter de l'Union sacrée vers le gouvernement, soi-disant l'Union nationale, tout alors que les accords ou bien les résolutions créant l'Union sacrée n'ont pas encore été mises en terme. Voilà pourquoi les gens bien informés, voilà pourquoi les esprits aguerris ne vont pas se prendre dans ce piège-là, parce que ça, nous estimons, et comme le président lui-même l'a reconnu, nous l'avons toujours dit, que l'Union sacrée était qu'un regroupement de jouisseurs. Regardez le comportement de tous les ministres de l'Union sacrée. Vous avez vu même hier, et pas plus longtemps qu'hier, les escalades verbales entre la première ministre et son militant à la justice. Ils reconnaissent entre eux qu'il y a les détournements, ils connaissent alors... Non, le ministre de la Justice a fixé l'opinion sur ça. Oui. Il dit que c'est du poison rwandais. Ce sont des gens qui veulent seulement semer des troubles. Il avait fixé, il y a un communiqué qui a suivi cette déclaration. Est-ce qu'on a besoin de fixer l'opinion dans des termes qui ont été à l'œil nu et c'était des termes seulement adaptés à la jeunesse pour sensibiliser celle-ci à la corruption. Alors, mais le message était clair. Je vais revenir clair que la salle sentait l'odeur de la corruption. Alors, est-ce que... Non. La première dame, oui. Est-ce que le ministre de la Justice avait cité les noms de la personne qui exactait l'odeur de la corruption ou du détournement? Voilà maintenant, c'est cette question que l'on pouvait poser maintenant à la chef du gouvernement. Pourquoi elle s'est sentie directement concernée? Parce que le militaire n'a pas cité le nom de personne. Non, c'était en fait... je ne crois pas que la première ministre s'était sentie concernée. Seulement, chacun à son tour donnait un peu son passé récent pour dire qu'on n'a jamais été soumis dans des pratiques de la corruption comme les ministres de la Justice l'avaient fait tout simplement. Peut-être que vous ne l'avez pas bien suivi, mais je vais vous demander d'aller bien le suivre. Avant de raconter son histoire pour dire voilà, il a distingué, donc je ne sais pas où. Bon, il a dit qu'on va demander à ceux qui les connaissent, alors qu'il faut d'abord les trouver. Il a d'abord dit est-ce que ndenge tofanda beaucoup qui kondimae tende tofanda wa mutumo sur la corruption cause anasalo. Mais il n'a pas cité les noms. Ce sont des affirmations très graves lorsque vous dites que le ministre de la Justice a cité le nom de la première ministre, alors qu'il n'a pas cité nommément la première ministre. Voilà. Mais pourquoi elle s'est sentie concernée? Personne n'a dit si qu'on a cité le nom du premier ministre. Donc, c'est pour autant prouver que le gouvernement de l'Union sacrée était un gouvernement de jouisseurs. Et voilà maintenant, ce gouvernement va vers sa fin. Et le président veut qu'on donne plutôt des béquilles pour que l'on puisse sauver ce gouvernement-là. Et là, le peuple dit non. On ne va pas aller à ce gouvernement. Alors moi, je vais vous relancer parce que je vous ai suivi aller un tout petit peu vite en besogne en disant qu'il n'y a pas encore un discours pour dissoudre l'Union sacrée. Oui. Jusque-là,
le président a nommé un informateur. Jusque-là, il n'y a pas encore un nouveau gouvernement. Déjà, il y a le professeur de l'université de Kinshasa, la faculté de droit, Eberon, qui est déjà nommé pour commencer avec les consultations. On ne peut pas jusqu'à maintenant parler d'un nouveau gouvernement. Là, c'est vous qui me l'informez, mais à ma connaissance, je sais qu'on n'a pas encore nommé un informateur. L'informateur, mais plutôt, le président de la République a donné la responsabilité à son chargé de sécurité dont les missions constitutionnelles ne sont pas de s'informer pour nommer un gouvernement. Okay. Bon, comme on est toujours dans les habits, on a encore abusé une fois de nommer un chargé de sécurité comme un informateur, mais il n'y a pas encore un document qui nomme un informateur. Jusque-là. Merci. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Bernard, je suis avec vous. Alors, vous avez suivi le discours du président de la République sur la proposition du gouvernement d'union nationale. Et est-ce que ce n'est pas une réponse par rapport à la déclaration de l'ancien président Joseph Kabila qui voudrait que la solution soit congolo-congolaise, que les Congolais se mettent ensemble autour d'une table pour trouver des solutions à leurs propres problèmes? Est-ce que si aujourd'hui l'ancien président de la République refusait d'adhérer à cette vision du président de la République d'unir tous les Congolais autour d'une table avec un nouveau gouvernement incluant toutes les couches, toutes les parties prenantes au problème, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a Anguille sous roche, que l'ancien président connaît quelque chose? Ouais, merci beaucoup. Déjà, je devrais répondre à votre question en disant ceci, que lorsque on veut parler de l'histoire du pays, pendant que le pays est agressé, okay, il faut mettre de l'eau en verre pour parler comme des frères et sœurs, question d'arranger et combattre l'ennemi. Tout autour de moi, j'ai écouté mon co-débatteur lorsqu'il était en train d'analyser le fait pour lui, pour le président de la République, d'appeler soit ses amis, les opposants, pour s'unir, pour combattre ses ennemis, à créer le gouvernement de l'Union nationale, que ça serait pour le jugement de l'Union sacrée. Oui. Moi, je pense non. La force des peuples réside sur les pieds de son histoire. Vous allez voir que depuis le début, la République démocratique du Congo a passé par ce genre de situation. Et qu'est-ce qui nous a aidé à arranger cela? C'est les dialogues et autres. Parce que la finalité de la guerre, c'est de dialoguer avec les amis et trouver ce qui ne va pas et puis vous arranger et puis avancer. Oui, oui. La finalité, comme vous le dites, M. Bernard, c'est les dialogues. Mais les dialogues, ceux qui ont plus d'avantages sont ceux qui ont plus récupéré des terrains. Vous ne voyez pas, on aura une mauvaise posture dans les dialogues si nous sommes dans une position de faiblesse. Dialoguer, oui. Dans tous les conflits au monde, dans la quasi-totalité des conflits au monde, la résolution, c'est toujours les dialogues. Mais les dialogues viennent souvent après les combats. Vous ne croyez pas que ceux qui ont plus d'avantages dans le combat, qui ont plus de portions de pouvoir dans le dialogue? Merci pour la question. Moi, je pense que la réalité, tout le monde le sait. Oui. Ce n'est pas quelque chose où l'on peut soit caché pour parler, parce que si l'on veut dialoguer parce qu'on n'a pas de terrain, ou si l'on ne veut pas, il faut d'abord nous combattre. Moi, je pense qu'on va toujours tourner autour du pot et puis l'ennemi risquera d'arriver jusqu'ici. Okay. Il faut qu'il y ait la solution. Impossible, mon frère. On est dans une position de faiblesse. On est dans une position de faiblesse et on n'a pas une meilleure organisation pour combattre. Ça, c'est ce qu'on doit se dire. Ils étaient d'abord à Buganaga, ils ont venu à Goma et ils sont maintenant à Bukavu. Il n'y a pas de solution quant à ça. Au lieu de le laisser avancer, c'est de trouver un consensus avant de former le gouvernement de l'Union nationale. Je pense qu'il faut passer par le dialogue, de la manière où les gens sont en train de faire comme les évêques de la SECO. Mais vous ne croyez pas que c'est après ces gouvernements qu'on va trouver intérêt d'entente pour le dialogue? Vous voudriez que les dialogues précèdent le gouvernement ou que de manière inverse? Moi, je trouve anormal que le gouvernement passe avant le dialogue. Ça, moi, c'est ma position. Qu'il faut maintenant dialoguer avant de nommer
C'est-à-dire que pour vous, le rôle principal du dialogue sera le partage des gâteaux, que toutes les parties prenantes du dialogue puissent se retrouver dans le nouveau gouvernement? Non, pas seulement le partage du gâteau, mais la paix. La paix à l'est du pays, c'est ça. Merci. Oui? Si l'on laisse ces gens-là se battre, parce qu'il n'y aura pas peut-être partage des gâteaux, qu'il faut maintenant aller à besogne pour trouver un gouvernement. Mais il y a nos frères qui souffrent, il y a nos sœurs qui souffrent, il y a nos mamans. Donc il fallait maintenant passer par résoudre le problème de la guerre et puis arriver à... Parce que la finalité, c'est le partage du gâteau. Et ils sont là, ils sont en train de combattre pour soi-disant la libération et puis venir prendre le pouvoir. C'est ça, la finalité. Merci. Le dialogue, oui, nous sommes d'accord avec les dialogues. Mais vous le savez, plus que nous ici sur ce plateau, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas essayer une méthode dans deux situations identiques pour s'attendre aux résultats différents. La sagesse, c'est que faire un pas rétrospectif sur les anciens conflits. Lorsqu'il y avait conflit en République démocratique du Congo, est-ce que les Congolais recouraient au dialogue? Quelle était la finalité? Mais maintenant, la finalité, oui, on a récupéré nos terres. Mais après, alors cette fois-ci, on doit réfléchir au-delà même du passé parce qu'on ne va pas ici comprendre que la même erreur revienne 2 fois, 4 fois, 3 fois, parce que l'autre fois, on avait toujours des problèmes comme ça, et après, l'ennemi a ressurgi. Cette fois-ci, on doit prendre une solution durable qui va persister. Alors, je suis avec vous, monsieur Olivier. Oui. Le dialogue, la formulation du gouvernement d'union nationale. De quel œil voyez-vous ces nouveaux gouvernements? Est-ce que ces projets ambitieux va vraiment résoudre les problèmes des Congolais? Pour dire que le gouvernement, c'est un projet ambitieux, là je dis non. Okay. Parce que ça doit être dans un cadre un peu normal pour poursuivre la marche de la République, parce que la République ne doit pas s'arrêter à cause de tout ce qui se passe ou encore à cause des individus. Non, mais vous ne croyez pas qu'au grand mot de grand remède, parce qu'ici nous sommes en problème, on doit maintenant riposter rigoureusement tel que l'avait promis le président? J'en arrive à ce point parce que ce qui me retient à ce moment ici, ce sont les deux termes. Oui. Mon co-débatteur ici vient de dire un mot, nous sommes dans un état de faiblesse. Là, je dis non, la RDC ou encore le gouvernement n'est pas dans un état de faiblesse face au 1-23 parce que... nous sommes dans un état de force. Écoutez, on arrive, j'arrive, nous en avons combien? Non, vous n'avez pas de précision. Nous en avons combien jusqu'à présent? C'est 9. En bon? Ok. Et c'est donc les deux là, ça ne compte pas. S'il vous plaît, j'en arrive. S'il vous plaît. Je vous ai laissé tout le temps. Je vous ai laissé tout le temps. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je vous ai laissé le temps. Donnez-moi aussi le temps de parler. Oui. Je vous ai laissé le temps. Vous nous donnez s'il vous plaît. Vous continuez à faire les limites alors. Je vous protège. Je suis en train de compter tout ça. Il faut en tenir compte. Maintenant, je vais parler parce que je ne sais pas pourquoi ils agitent maintenant. Parce que vous avez minimisé les faits. Non, écoutez, je suis en train d'analyser les faits. Il va prouver pourquoi nous sommes un État en position de force, tout simplement. S'il vous plaît, messieurs, je termine. S'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, vous avez parlé, je vous ai laissé le temps de parler parce qu'il y a des choses que vous avez parlé et que ça ne cadre pas par rapport à la réalité. Pour dire que le gouvernement de l'Union nationale, oui. et c'est un prolongement de l'FCC ou encore de l'Union sacrée. Là, je vous dis que c'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce que les contextes ne sont pas le même. Le gouvernement de l'Union nationale est issu d'une période où le pays traverse le moment le plus dur de son régime. Alors nous devons appeler aux intelligences afin que nous puissions mettre, en vrai terme, c'est un gouvernement de guerre où chaque animateur où les animateurs de chaque ministère doit être doit être fixé par rapport à leur mission. Et ça ne sera pas un gouvernement où ils ne seront pas à mesure de se connaître entre eux. Ça sera peut-être un gouvernement réduit,
où les responsabilités de chaque animateur doivent être déterminées. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le gouvernement actuel avec notre ami Mouyaya, oui. ce n'est pas un communicateur au moment des guerres. J'aimerais encore que M. Lambert Mende revienne à ce poste pour mener des offensives, parce qu'au moment où notre ami est en train de dire que le gouvernement est dans un état de faiblesse, et je dis faux et archi-faux. Pourquoi? Parce que les rebelles... Non, les briefings de Patrick Mouya ne vous suffisent pas? Ne suffit pas parce que je peux dire c'est une communication institutionnelle. Nous devons avoir un ministère normal, mais nous devons avoir un ministre de la communication en temps de guerre. En temps de guerre. Okay. Et ces ministres doivent avoir le même posture que Madame la ministre des Affaires étrangères, parce que ils sont dans la situation, ils comprennent un peu le contexte. Et c'est pour cela que je vais dire à mon frère ici, les choses ont changé. Parce que à chaque fois où on accusait le Rwanda, personne s'était né à notre faveur. Tout le monde appuyait le Rwanda, même la communauté internationale. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Même là où ils se sentent en insécurité parce que ça peut changer de tout moment. Au moment où notre ami est en train de dire que le gouvernement est dans un état de faiblesse, est-ce que le 1-23 a combattu pour conquérir Bukavu? Non, la réponse est non. Est-ce que les 1-23, dès qu'ils ont tenté de prendre la commune rurale de Minembwe, quelle est leur suite? Comprenez un peu. Butembo, c'est à quelques kilomètres de Bukavu. Est-ce qu'ils ont atteint? Ils n'arrivent toujours pas. Voilà, c'est pour dire, s'il faut dire que nous sommes dans un état de faiblesse, c'est faux et archi-faux, parce que nous avons notre force armée qui s'appelle le FARDC. Malgré l'infiltration et autres, nous sommes capables de bouter ces gens-là dehors, malgré la traîtrise de son compagnon Joseph Kabila et des autres que nous sommes en train de décrier ou encore de citer tout haut. Parce que depuis tous ces temps, personne, le président qui était en place ici, aucun jour n'a levé sa voix pour dire que l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de mèche et protéger son frère. a été pris en 2012. Tu as vu Etienne Tshisekedi condamner ça? Peut-être que vous n'étiez pas encore ici. Merci. Goma a été récupéré ici en 2012. Qui est un opposant qui a condamné le Rwanda? Dis-moi quelle était la suite. Quelle était la suite? Non, la suite des événements, on parle de la suite des événements. Les choses ont changé. S'il vous plaît, quelle est la situation sur le terrain maintenant? Respectons ceux qui nous suivent, s'il vous plaît. Respectons ceux qui nous suivent. Le gouvernement de l'Union nationale, s'il vous plaît. c'est un gouvernement par rapport à l'état de guerre. Ce n'est pas à comparer avec le gouvernement de l'Union. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un état de faiblesse. Parce que jusque-là, le président dit non au dialogue direct avec le 1-23. Merci. Il doit collaborer, il doit dialoguer avec leur maître qui est Paul Kagame. Merci. Et non, c'est pas là que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Merci. Essayons juste de respecter les protocoles du présentateur, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Bernard, oui, vous aviez besoin de la parole? Vous aviez quelque chose à ajouter sur? Merci. Comme je réaction? dois répliquer. Oui, très rapidement. Je suis malheureux aujourd'hui parce que je me suis retrouvé face à deux co-débatteurs, l'autre est de l'Union Sacrée, l'autre est de l'FCC. Je suis un patriote. D'ailleurs, ces derniers temps, appelez-moi Olivier Ouazalé, Ndoboko le Ouazachou. Je suis venu présenter la situation du pays. Et dans la situation du pays, on doit se dire la vérité. Est-ce que nous ne sommes pas dans un état de faiblesse? Nous le sommes. Même le président de la République le sait. Non, mais M. Olivier vient de prouver ici non, sur oui, nous ne sommes pas, s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans une position de faiblesse parce que il y a une ville qui est juste à côté de Bukavu à laquelle les ennemis n'ont pas pu entrer, tout simplement. S'ils ont pris Bukavu, est-ce que c'était par le voie des armes? Là, c'est ce qu'on doit se les dire. Alors, l'importance se sont rendus parce qu'ils sont faibles. Les militaires se sont rendus. Non, messieurs. S'il vous plaît. Ne voyez pas l'ennemi de la République par vous, messieurs. S'il vous plaît. Nous parlons République. S'il vous plaît. En dehors de la RDC, vous avez un autre pays. En dehors de la République. C'est vous qui minimisez ça. S'il vous plaît. Soyons sérieux. Lorsqu'on parle de République, soyons sérieux. S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Vous savez, c'est lui qui a la parole. Vous savez la notion de l'intégration
l'intégrité territoriale. On ne peut pas perdre, même un simple centimètre, on ne peut pas perdre ça. Vous permettre à nommer un étranger à la tête de forces armées ici. Les portes clés de forces armées étaient contrôlées par les étrangers que votre maître a. Vos étudiants vous suivent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, vous le savez très bien que lorsqu'une bouche parle et que la deuxième s'ouvre, c'est que la deuxième n'est pas vraiment polie. Cherchons à respecter pas seulement les co-débatteurs avec qui nous partageons les plateaux, mais aussi les téléspectateurs. Il y a des professeurs, il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a nos petits qui nous suivent de la maison. Et vous savez que cette émission revêt un caractère pédagogique. À la fin de cette émission, chacun doit sortir avec quelque chose, une nouvelle connaissance sur ce qu'il a déjà en termes de réponses aux questions qui sont sur la rue, qui n'ont pas de réponses. Alors, très rapidement, s'il vous plaît, lorsque vous avez besoin de la parole, notez quelque part, vous allez réagir à la fin. Vous disiez, j'étais disant que M. Olivier a prouvé que nous ne sommes pas dans une position de faiblesse, nous sommes dans une position de force, mais seulement pour éviter les bains de sang, que nos soldats ont évité seulement ça et puis ont laissé l'ennemi passer. Et vous ne croyez pas aussi que c'est une stratégie? Est-ce qu'il n'y en a pas eu à Goma, les bains de sang? Il n'y en a pas eu? C'est la question que je devrais poser à M. Olivier. Il y en a eu. Le problème, c'est que nous sommes dans une position de faiblesse. On doit le connaître. Comment, dans un État où chaque fois que l'ennemi va prendre des pas, vous laissez, vous ne pouvez pas vous battre parce qu'il y aura bain de sang, mais vous laissez ces ennemis occuper les provinces et tout ce qui est l'administration de ces provinces par la main des ennemis. C'est ça la question. Parce que l'objectif d'un État, c'est de protéger sa population. Et c'est bien. Oui. Et c'est bien. Mais ici, nous sommes dans une position où chaque fois que l'ennemi veut faire des pas, même à Kinshasa ici, on va laisser, non, on va éviter le bain de ça. Et puis même Tshisekedi, on va laisser le pouvoir et puis partir. Parce que nous ne sommes pas dans une situation. Non, lui-même, il doit connaître ça. Parce que nous parlons de la nation, on doit se dire la vérité et puis construire la nation dans la vérité. Parce que chaque fois qu'on doit cacher la réalité et amener beaucoup plus de mensonges, on risque de tomber ici, demain on sort et puis il y a les ennemis ici dans la capitale. Je parle en tant que chrétien aussi, en tant que patriote, parce que je n'ai pas le droit de mentir devant la télé et la RDC n'a jamais été dans un état de faiblesse. Nous sommes forts et nous resterons toujours forts et cette guerre, nous allons la gagner. Merci. Ça, c'est notre souhait. Nous allons la gagner. Tôt ou tard, nous allons gagner cette guerre. Très bien, j'ai aimé l'assistant François qui n'a pas interagi, qui a attendu ça. Qu'on lui donne la parole, oui, très rapidement. Merci beaucoup. Je voudrais ici que l'on puisse, vous avez dit, cette émission a un caractère pédagogique. Oui. Il faudrait que nos frères, nos étudiants parfois qui nous suivent retiennent quelque chose. Lorsque mon co-débatteur, Monsieur Olivier, qui s'appelle actuellement Ouazachou, oui, dit que nous sommes en position, nous ne sommes pas en position de faiblesse, alors que nous n'avons pas le contrôle du Goma et nous n'avons pas le contrôle de Bukavu. Monsieur Olivier, c'est grave. Vous savez, en droit constitutionnel, les caractères, les éléments constitutifs d'un État, il y en a 3. Et dans ces 3-là, le premier qui compte, c'est beaucoup plus son territoire. Et lorsqu'on parle de territoire, on parle de l'intégrité territoriale. C'est-à-dire, la RDC, pour être RDC, doit avoir tous les 2200, toute notre superficie au total. Lorsque nous perdons même une seule parcelle, nous ne sommes plus à position de force. Ça, on doit le reconnaître. Et puis, regardez les chamboulements qu'il y a même au gouvernement. Personne ne fait son mission régalienne. C'est maintenant le ministre des Sports qui sensibilise à l'armée, c'est le ministre de la Justice qui récolte les offrandes, c'est le ministre... Le ministre des Transports, alors qu'il y a des embouteillages partout. Voilà, mais il est allé recruter. C'est le ministère de l'énergie qui fait la diplomatie. Donc, c'est chaos, mon frère. C'est chaos. Là, nous devons le reconnaître. Là, on parle d'attaque congolais. Nous sommes conscients de notre problème. Et il faut d'abord bien identifier le problème pour savoir comment trouver la solution. Et la solution à ce moment, messieurs les journalistes, ce n'est pas la formation du gouvernement de l'Union nationale.
la solution actuellement, c'est d'abord de préparer comment faire partir l'ennemi de notre territoire, de gré ou de force. De gré, c'est que les gens les amis ont parlé de, peut-être pas de voie de dialogue. Ce n'est pas la première fois que la RDC soit occupée de cette façon-là. Alors, questionnez l'histoire. Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les pistes qui ont été trouvées auparavant pour que les gens qui occupaient Goma ne l'occupent plus? Alors, et puis, je voudrais vous relancer parce que oui. Vous voudriez seulement à tout prix mettre Joseph Kabila comme donneur de leçons, mais cette façon que vous proposez du questionnement même du passé, je voudrais que cette fois-ci qu'on réfléchisse au-delà même de la réflexion de Joseph Kabila, parce que si et seulement si Kabila avait très bien répondu à cette question, on n'aurait pas vu les M23 ressurgir. C'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise réflexion. Donc, cette fois-ci, nous devons aller au-delà de ce que Kabila a pensé pour proposer à la population congolaise une solution qui va vraiment perdurer. Vous savez, lorsqu'on veut parler de l'excellence de Joseph Kabila, j'aime qu'on mette un peu beaucoup plus de respect à cet homme-là. Kabila ne peut pas être perçu comme un donneur de leçons, mais un créateur de leçons. Okay. Kabila a fait un schéma dans ce pays dont personne et aucun pays du monde ne l'a accepté. À l'entrée de Kabila au pouvoir en 2001, le Kabila a trouvé déjà un pays parti. Kabila n'a pas retrouvé la RDC telle qu'elle laissait en 1960. Nani, le ministre des Transports actuellement aujourd'hui, il avait sa rébellion qui occupait déjà la partie nord. Il y avait les RDC qui occupaient déjà le parti RCD. Et Kabila n'était que président de Congo central et quelque part de Bandundu. Mais Kabila a accepté au nom du principe républicain de partager son pouvoir avec 4 rebelles. Personne ne le fera. Avec l'orgueil actuel du pouvoir actuel, personne ne le fera. Et lui-même étant un ancien rebelle. Lui-même étant un ancien rebelle. Parce qu'il est le fruit de la rébellion. S'il vous plaît, respectons les protocoles. Vous allez noter quelque part comme ça, vous allez réagir. Je vais y arriver. Et Kabila a accepté ce schéma-là. Aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde parle du Congo parce que Kabila a accepté ce schéma-là. Et au finish, Kabila a laissé ce pays entre les mains de quelqu'un qui, pour la toute première fois en Afrique centrale, je défie quiconque, qui un pays qui a fait l'alternance pacifique comme Joseph Kabila. Il n'y en a pas, il n'existe pas. Donc Kabila, c'est le modèle de la diplomatie, modèle de la démocratie, modèle de la tolérance. Et donc c'est quelqu'un qu'il faut, lorsqu'on veut parler des choses du Congo, dans ce pays, on doit beaucoup plus respecter Kabila. Quelle est la stratégie qu'il a utilisée pour faire les M23 2011? Voilà ce qu'on attend. En 2012. Oui. Le frère a proposé, c'est le dialogue. Le M23, je pense, le 14 décembre 2012, le M23 était un mouvement militairement dessous et politiquement divisé. Qui a ressurgi M23 en 2021, je pense, en 2019 au début? C'est l'actuel pouvoir qui l'ont invité avec le premier ministre. Je savais que vous allez chuter par là. Voilà. Et ils l'ont fait habiter dans les hôtels les plus luxe du pays pendant 14 mois. Et ça, ce n'était pas Kabila. Cette chanson, et ça, ce n'était pas Kabila. Okay. Et Kabila a fait de 2012 jusqu'à 2018. On n'a jamais entendu parler de M23. C'est que l'M23 était dissous sous Kabila. Et vous-même, vous les avez appelés, mais maintenant, vous ne savez plus les gérer. Alors maintenant, non, voilà, c'est pas ce Kabila qui était... Monsieur l'assistant, vous ne croyez pas que le plus grand défaut, c'est de n'avoir pas essayé. Le président de la République a essayé d'inviter nos voisins. Il a parlé de voisins intègres, invités, et puis voir sa volonté de chercher la paix, parce qu'eux prétendaient être derrière la paix. Mais c'est après qu'il a compris que ceux-ci ne sont jamais d'accord pour la paix, tout simplement. Vous savez, messieurs les journalistes, en politique, les erreurs en politique, c'est payé cash. Ok. En politique, Machiavel dit, on n'est ni amis, ni ennemis, seuls les intérêts à défendre ne vaut mieux qu'un pesant d'or. Oui. On ne pouvait en aucun cas considérer Kagame comme notre frère.
On ne pouvait en aucun cas appeler Kagame pour le faire applaudir sur ça de martyrs. C'était des heures qui se payent maintenant cash. Et là, maintenant, la faute n'est à personne, la faute est à celui qui l'a invité. Et vous croyez, avant de passer la parole, vous croyez sincèrement que tout ce que la RDC est en train de subir, c'est seulement pour le fait que les présidents de la République, les gouvernements, les régimes actuels, ont invité les ennemis pour les loger dans les hôtels luxueux de Kinshasa, ou ce sont les accords qui ont été signés avant même l'accession du président au pouvoir? S'il y avait les revendications concernant ces accords-là, on devait les revendiquer pendant que ces régimes-là existaient. Alors, si vous comptez de 2012 à 2018, c'est déjà un mandat plus, je passe 3 ans. Ces ennemis-là pouvaient avoir tout leur temps de venir réclamer, s'il vous plaît, de venir réclamer leurs accords-là. Et voilà maintenant qu'ils surgissent. Peut-être qu'ils pouvaient revenir. Voyez-vous, ils pouvaient revenir, mais ils n'étaient pas venus. Mais maintenant qu'ils sont venus, après leur invitation, nous allons dire quoi? Là-bas qu'ils étaient à l'hôtel de Pullman, on n'était pas avec eux. Alors, comme vous n'étiez pas avec eux, il faut éviter de lire une lettre à l'intérieur de l'enveloppe. Vous ne savez pas les vraies revendications des ennemis. Donc, il ne faut pas dire que c'est pour les régimes actuels. Peut-être, ce sont les accords signés avec Kabila. C'est au régime actuel d'être clair. Dit voilà, mes frères. Nous avons invité ces ennemis-là pour parler avec qui des ça. Jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a dit. Merci. Mais quand même, ils disent, les ennemis-là, ils réclament les choses qu'on les a promis. Merci. Par le gouvernement actuel. Merci. Monsieur Bernard, je suis avec vous. Je vais changer un tout petit peu je vais rester sur la même thématique, mais je vais changer un tout petit peu de thème. Alors, je voudrais savoir, le président de la République a parlé de la réduction de train de vie des institutions. Jean-Marc Kaboun avait proposé, avant même d'aller en prison, les vidéos sont en train de circuler pour dire que le gouvernement, les régimes reviennent sur le passé même de Jean-Marc Kaboun. Vous croyez que c'est seulement une chapelle de bonnes intentions? Parce que depuis que le président a dit, rien ne s'est fait sur tous les plans. Les députés reçoivent de l'argent comme auparavant. Les ministres, les mandataires, de la même façon. Est-ce que vous croyez à la réduction des trains de vie des institutions? Ouais, je suis un peu inquiet du fait que l'avenir de la jeunesse est hypothéqué quelque part sur cette question, car je suis en train d'analyser le discours des chefs de l'État sur cette question. Je me dis, mais on est où là? Depuis le début, c'est aussi une erreur de la part du chef de l'État lorsqu'il était venu au pouvoir. Il a vu qu'il n'avait pas l'armée. M. Jean-Marc Kaboun, c'est un modèle pour la jeunesse. Je l'ai toujours admiré sur ses positions et autres. Voilà, lorsqu'il prenait le courage d'aller dire à ses collègues députés, j'étais ce jour-là, à l'Assemblée nationale, leur disait, aucun de nous n'acceptera d'envoyer son enfant à l'armée. Parce qu'ils vivent dans les conditions les plus fiasco du monde. Voilà. Et puis, personne n'a écouté jusqu'à ce qu'on est là où nous sommes. Donc la réalité est là. Sauf que à un moment actuel, nous sommes appelés à prendre une même route pour arriver à contraindre l'ennemi. C'est ça la question. Et on ne peut pas y avoir ECA, FCC, Kakash et autres, les autres que la Mouka. Le pays est à trop de partis. L'avenir de la jeunesse est hypothéqué. Moi, je me souviens au début de l'agression de l'Ukraine, il y a vraiment un ancien président de la République de l'Ukraine qui est descendu sur le terrain avec le tennis, avec son arme. Et même le député qui était sur le terrain a dit ça, il n'y en aura pas de parlement lorsque le pays sera parti. Alors, c'est ça. C'est ça la question qu'on trouvait se dire. L'ancien président a laissé tout ce qu'il avait comme bien pour venir défendre, et même le député. Alors maintenant, la question que l'on se pose, est-ce que l'on doit continuer comme ça? Se dit non, moi je suis de l'FCC, je suis du cash. Moi je sais que ce gouvernement actuel, et même ils ont reconnu qu'il y a la vie chère qui est humaine et autres, ils devraient réduire. Et la jeunesse est en train d'endormir toujours comme ça. Alors, c'est une question qu'on doit d'abord sensibiliser d'abord la conscience de la jeunesse et puis voir jusqu'où ira ce régime, jusqu'où ira ses affaires. Voilà, c'est ma position à la question. Merci, merci, merci.
quelle interpellation à la jeunesse congolaise. Alors, il faut quoi pour que la jeunesse congolaise prenne conscience que la jeunesse n'est même pas l'avenir d'un pays, mais c'est le présent et l'avenir d'un pays. Alors, Monsieur Olivier, très rapidement, parce que nous sommes arrivés presque à la fin, comment avez-vous trouvé la proposition du président de la République sur la réduction des trains de vie des institutions? Est-ce que, comme je l'ai posé, une chapelle juste des bonnes intentions et il n'y a rien de concret? Oui, le président a toujours été quelqu'un de bonnes intentions, mais malheureusement mal entouré. Et c'est ça. Et j'ai applaudi l'intervention de mon frère Joseph, c'est ça? Bernard. D'avoir mis un accent par rapport à ce qui se passe en Ukraine, où l'ancien président de la République a pris aussi l'initiative d'aller jusqu'aux lignes de front pour soutenir son frère. Mais ici, vous avez un ancien président qui vous dit qu'il a encore de la force pour revenir aux affaires. Un ancien président qui a créé sa rébellion pour un rapport dans le sens de déstabiliser les pays parce que selon ses agressions. Au lieu de condamner, il encourage. Et au-delà de ça, c'est que je n'ai pas aimé aussi dans son intervention, parce que j'ai aimé son intervention dans le sens, lorsqu'il parle, vous sentez quand même la science intervenir dans chaque pose de ces mots. Mais c'est que je déplore dans mon pays, c'est quoi? La science, c'est parmi les éléments destructeurs de ce pays. Parce que aujourd'hui, pour justifier sa rébellion à l'est du pays, Corneille Nangaa a utilisé la science derrière la constitution de notre pays, vu l'article 64, je pense, il a pris que l'alinéa 1, au lieu de prendre l'alinéa 2, c'est aussi le magouille de la science. Et lorsqu'il nous parle des théories socratiques et autres, par rapport à l'aristocratie et autres, là je pense que sur le terrain, toutes ces théories-là, ça sert quoi au Congo aujourd'hui? Lorsqu'il parle de l'intégrité territoriale par rapport au kilomètre carré de la République, concrètement, qu'est-ce que nous faisons ici dans le pays? Je pense que sur ce point-là, on aura le temps à échanger autour de ça parce que la politique ne doit pas être basée sur la philosophie, mais par rapport au quotidien de la population. Et aussi en ce qui concerne sur la diminution des trains de vie, je pense que c'est une solution louable. Mais c'est seulement le Congo, nous avons un problème de l'applicabilité et des actions encore, des décisions. Parce que lorsqu'on prend une décision, nous devons l'appliquer. C'est ce qui tue. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir, aujourd'hui, dans le cadre du gouvernement de guerre, on ne peut pas avoir plus de 10 ministères. Aux limites, on peut avoir 7 ministères et aussi charger les secrétaires, donner le pouvoir aux secrétaires généraux pour en sorte que nous puissions bien mener cette guerre et aussi donner beaucoup plus de l'importance aux FARDC et aux Azalendo parce que ce sont les acteurs de cette guerre et non le président de la République. Cette guerre n'est pas seulement la guerre du président de la République, mais de tout celui qui a le sang congolais et tout celui qui se sent congolais en dehors de l'ancien président qui se couvre derrière l'R23. Merci. Alors, vous cherchez la parole très rapidement, quelques secondes, parce que nous sommes arrivés à la fin. Juste, je n'ai pas encore parlé sur la réduction des trains de vie des institutions. On nous signale que nous sommes arrivés à la fin. Oui, c'est juste un petit mot. Oui. Je voulais dire à nos frères, je ne sais pas si... excusez-moi, mais ce sont des adages qui courent la rue. Lorsque vous dites que le président a toujours eu de bonnes intentions, mais c'est son entourage, mais ça n'a pas de taille. Ça n'a pas de taille, frère. Pour vous, c'est un argument qui ne tient pas debout. Non, l'argument peut être debout ou quoi. On a toujours dit qu'il n'y a jamais eu de mauvais troupes. Mon frère, aujourd'hui, on peut s'attendre pour vous donner un quartier, de les gérer. Peut-être en perspective qu'un jour vous puissiez être président de la République, vous serez toujours contraire à des problèmes sérieux. Mais c'est ça, mon cher frère. Même Kabila lui-même a dit qu'il n'a pas trouvé deux bonnes personnes pour l'aider à transformer la République. C'est tout ça, ce sont des arguments de fouillards.
Comme Joseph Kabila aussi. Kabila ne l'a pas dit. Kabila qui était d'ailleurs, par contre, entouré de professeurs. Si Kabila a vaincu militairement le 1-23, pourquoi le faire revenir sur la table des négociations? C'est juste pour préparer une bombe pour la République que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, le débat nous sommes arrivés à la fin. Est terminé. Oui. Je voulais, avec l'autorisation de messieurs les journalistes, profiter de son micro et de sa caméra pour souhaiter une très bonne fête à tous les mamans, y compris même les mamans de l'Est qui sont actuellement traumatisées, qui sont abandonnées par le pouvoir de Kinshasa, et surtout à ma très chère épouse, Madame Jolie. Oh là là. Bonne fête. Merci. Alors, vous étiez très nombreux à nous suivre. La proposition de cette tranche de ces magazines dans lesquels nous vous informons sur l'actualité politique, c'est vous proposer aux dirigeants de populariser la riposte proposée par les présidents de la République, que tout le monde se sente engagé de là où il est, pour que la situation de l'Est de la République démocratique du Congo concerne tout le monde, tous les jeunes, les adultes, papa, maman et enfants, tout le monde soit concerné, de l'opposition majorité comme société civile. Alors, vendredi présent sur Héritage des vainqueurs télévision. Vous étiez très nombreux. Si vous nous avez bien suivis, dites merci à l'équipe technique. Mais avant que l'on ne se sépare, je profite pour souhaiter anticipativement une bonne fête de la femme à Madame Mushinga Chako, de la part de Monsieur Marcel Chako, de Madame Deborah Loulouemi, de la part de Monsieur Sami Mapepe, de Madame Dorlène Okonda, de la part de Maître Merveille Okonda, et Madame Élisée Ochoudi, de la part de l'ingénieur André Okitawato, sans oublier Madame Ruth Siloukebi, elle a dit qu'elle est célibataire. On se retrouve au prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Ici.